donc le sujet que j'ai proposé. Pourquoi doit-on traverser le fleuve de l'oubli? Alors, moi, ce qui m'intéresse au départ, quand je prépare un sujet, c'est toujours de savoir quelle raison il a été choisi. Donc, il me semble qu'il y en a deux, parce que c'est ces raisons qui vont me permettre d'axer, comment dirais-je, mon discours, justement, de présentation. Je pense qu'il y a deux éléments qui sont intéressants dans ce sujet. D'abord, évidemment, le fleuve de l'oubli, l'expression à la fois poétique et évidemment mythologique, qui réfère à quelque chose de la mythologie de précis, à savoir le fleuve Léthé, qui est l'un des fleuves de l'enfer de la mythologie gréco-latine. Les morts doivent boire son eau pour oublier leur vie terrestre, ne pas la regretter et être prêts à se réincarner. Alors, c'est intéressant de le préciser parce que souvent on pense qu'au bouddhisme, on dit voilà, le bouddhisme, la réincarnation, etc. Mais non, c'est une idée qui est aussi chez les Grecs, donc ça il faut quand même le savoir. Et j'ai trouvé en préparant ce sujet qu'il y avait une exploitation philosophique du mythe justement qui est très intéressante. Donc c'est un sujet qui en même temps ne relève pas de la pure rationalité, parce qu'évidemment dans l'intitulé même, un peu poétique, un peu mythologique, il y a un peu l'intuition du mystère dans ce sujet. On est justement, je pense, au lien, au rapprochement entre la philosophie occidentale et le Tao, à travers cette notion de mystère. Et voilà, donc j'ai fait aussi un travail, alors que normalement j'étais plutôt prédestiné à travailler plutôt sur des aspects très rationnels, puisque je suis prof de maths, bon, et que c'est ma tournure d'esprit, de ce sujet, c'est-à-dire l'oubli, point, l'oubli, la mémoire, l'oubli, voilà, ça c'est un sujet de café philo ordinaire, on va dire, alors que là l'intitulé est tellement différent, j'ai finalement beaucoup travaillé, enfin, beaucoup travaillé, je peux vous dire, mais enfin, je me suis vraiment intéressé dans ma préparation aussi à l'aspect mythologique, qui je trouve est assez riche. La deuxième raison, à mon avis, d'intérêt du sujet, c'est qu'il suggère une idée qui est sans doute un peu paradoxale à notre époque. C'est donc pourquoi doit-on traverser le fleuve de l'oubli? C'est l'idée que l'oubli aurait une valeur, un intérêt et sans doute même une nécessité. Donc ça, c'est pas quelque chose de très commun quand même dans notre idéologie dominante occidentale du XXIe siècle, pour différentes raisons. D'abord, parce que la tradition classique porte au nu la mémoire, la théorie de la réminiscence par la maïeutique chez Platon, le connais-toi toi-même de Socrate. J'ai d'ailleurs vu qu'il y avait un auteur du XXe siècle, chrétien, dont le nom ne me vient plus là, à l'esprit, qui disait, mais ça c'est vraiment de la bêtise, cette histoire de connais-toi toi-même, il faudrait plutôt dire oublie-toi toi-même. Donc ça m'a intéressé. Cicéron, qui disait l'histoire est le maître de la vie, l'histoire donc la mémoire, donc justement pas l'oubli bien sûr. Hegel, évidemment, l'histoire est un principe d'unité, la mémoire est au sommet des exigences morales pour Hegel, des exigences du savoir et de l'art. Voilà, et on verra évidemment que Nietzsche c'est exactement le contraire. Au contraire, contrairement à Cicéron, que l'histoire n'est pas du tout au cœur de la vie, puisqu'elle renvoie au passé justement et non pas à l'erreur. Voilà, donc la tradition classique porte au nu la mémoire, et donc je pense que c'est un sujet, donc à ce moment-là, c'est le deuxième aspect, on peut faire thèse, antithèse, est-ce que l'oubli est bon, l'oubli est mauvais, ou le contraire, enfin bon, thèse, antithèse, synthèse, donc ça c'est une perception plus, comment dirais-je, classique d'un sujet de philo plutôt, donc qui est aussi intéressante, parce que pour moi il y a un peu un aspect un peu paradoxal. Ouais, il me semble clair que dans l'époque dans laquelle on vit, où il y a une accumulation de connaissances scientifiques et technologiques, on n'est pas dans, comment dirais-je, l'apologie de l'oubli. Pas du tout. On est au contraire écrasé d'informations. On parle de la maladie d'Alzheimer qui, paradoxalement, arrive à cette époque où il y a tellement de connaissances et tellement d'informations, comme quelque chose évidemment d'horrible. Enfin bon, c'est terrifiant pour tout le monde, bien sûr. Il y a au niveau collectif l'idée du devoir de mémoire, très important. Donc là, c'est vraiment pas le contraire de l'oubli, évidemment, en référence à l'Holocauste, à Auschwitz, etc. Au niveau individuel, la connaissance de soi est devenue très importante, à travers le développement personnel, l'amélioration personnelle, une prise de conscience. Donc ça, c'est pas du tout l'oubli, évidemment. Donc l'oubli, c'est pas du tout quelque chose qui est à la mode, je pense. Et c'est pour ça que ce sujet, à mon avis, est intéressant parce qu'il pose un peu un paradoxe. Actuel. Voilà. Donc j'ai fait deux axes, dont l'axe mythologique et l'axe synthèse, thèse, antithèse sur les liens, les bons côtés et les mauvais côtés de l'oubli. Alors, donc, pour ce qui est aspect mythologique,
ça m'ennuie un petit peu, parce que je peux peut-être en parler, donc je ne voudrais pas empiéter. Non, mais t'inquiète, je suis assez avec voilà. la partie indienne et sur l'incarnation, et c'est vaste. Alors, ce qui est intéressant dans quand même cette idée que donc, le Léthé, le fleuve de l'enfer, il sépare le monde des vivants et le monde des morts. Il n'est pas visible, il est mystérieux, secret, inaccessible, inquiétant, mais ce n'est pas le lieu du néant. Lantano, Léthé, le fleuve Léthé, Lantano, ça veut dire demeurer caché. Donc, il y a l'idée qu'en fait, ce qui est oublié, c'est pas ce qui est perdu, c'est ce qui est caché, ce qui n'est déjà pas tout à fait l'idée qu'on peut en avoir éventuellement. Et ce qui est caché n'est pas forcément négatif. Épicure disait, pratiquement c'est de lui dont vient la fameuse formule pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ce qu'il conseillait déjà. Bon, comment dirais-je, ce fleuve de l'enfer n'est pas aussi comment dirais-je, terrifiant qu'il peut en avoir l'air, parce que précisément, il y a enfin, dans cette conception ancienne, hein, grecque très ancienne, mythologique, il y a l'idée quand même une idée cyclique qu'il y a aussi chez les orientaux, à savoir que la mort préfigure à la vie, et pas seulement la vie préfigure à la mort. Comme la nuit préfigure au jour, en fait, dans un cycle sans fin. Donc finalement, la mort, c'est un retour à l'origine. D'ailleurs, Héraclite parle du chemin qui monte, qui n'est pas distinct du chemin qui descend, en fait. Donc ça n'est pas si affreux que ça, puisque si effectivement on est appelé à se réincarner, ma foi, c'est au contraire peut-être le début d'une vie, la mort, en quelque sorte. La mort permet d'accéder ensuite à la vie. Donc, du coup, déjà, ça change un peu le point de vue qu'on peut avoir sur l'oubli, hein, puisque sur l'oubli qui est en fait le fait de reste. Quand on est mort, on est selon les Grecs dans l'oubli justement, donc on est caché au reste du monde. Et inversement, la vérité alors le contraire de Léthé justement, c'est aletheia, ça veut dire la vérité. Alors c'est assez curieux, en quelque sorte, le contraire de l'oubli pour les Grecs, c'est pas la mémoire, mais c'est la vérité. Et donc la vérité qui au contraire peut apparaître comme quelque chose de merveilleux, de formidable, comme une délivrance. Alors on pense tout de suite au mythe de la caverne chez Platon, bien sûr, où il y a une révélation de la vérité qui délivre tout le monde, enfin qui délivre, après il y a un destin tragique pour l'un de ceux qui a découvert la vérité, mais ça c'est d'autres chose, c'est la fin de l'oubli, c'est une naissance, c'est une élucidation. Mais en réalité, la tradition originelle des Grecs se méfie beaucoup de la vérité. Parce que, donc avant bien sûr la philosophie, je vous rappelle que le mot philosophie a été inventé par un mathématicien qui est Pythagore, voilà, donc c'est assez tardif quand même dans l'histoire grecque, mais avant il y avait toute la mythologie grecque, et pour eux seul Dieu c'est la vérité. La vérité est abyssale, inconnaissable, impénétrable et même obscure. Donc ça peut paraître un peu spécial parce que la vérité on pourrait penser plutôt à une clarté au contraire, pas à une obscurité. Et donc, c'est très prétentieux de vouloir, en tant qu'homme, accéder à la vérité. Elle est quelque part vouée à l'oubli, justement. Donc, il y a une aporie, il y a une contradiction apparente, c'est-à-dire que l'oubli n'est pas forcément mauvais et la vérité n'est pas forcément bonne. Voilà. Ça m'a intéressé, je trouve, dans l'aspect mythologique des choses. Voilà. Donc, plus proche de nous, toujours pareil, il y a l'idée, si vous voulez, que l'homme passe évidemment de l'ignorance au logos, à la connaissance, puis au savoir, épistémé. Donc le savoir, c'est une organisation, une structuration des connaissances, d'où la méthode n'est pas absente, évidemment, et la méthode, on s'est pensé tout de suite à Descartes, bien sûr, au discours de la méthode. Mais ce chemin-là, qui a l'air d'être un perfectionnement, en fait, c'est un chemin qui nous éloigne évidemment de l'origine, parce que l'origine, c'est le moment où on était ignorant. Et par rapport au chemin justement d'Héraclite dont je parlais il y a quelques instants, qui à la fois il y a le chemin qui descend et le chemin qui monte. Voilà. Donc là en fait on est plutôt dans le chemin qui descend paradoxalement, du point de vue mythologique. Et la vérité une fois énoncée se banalise, se rationalise. Elle perd de sa force originelle et se dénature en savoir. Parce que le savoir finalement c'est quoi le lieu du savoir? C'est les livres. Or les livres, évidemment s'ils sont lus c'est très bien, mais à un moment donné, ils ne sont plus lus, et quelque part, c'est un peu aussi le tombeau du savoir, les livres. Pour Platon, d'ailleurs, Platon disait que les livres menaient à l'oubli, paradoxalement, alors qu'il a beaucoup écrit, contrairement à Socrate qui n'a rien écrit. Mais donc,
il y a cet aspect, au fur et à mesure, ça se perfectionne et en même temps ça se dénature, les connaissances. Donc, de toute façon, c'est quelque chose de sans fin, la quête de la vérité. Quelque chose dont on perd fatalement le fil à un moment donné. Hein. On sait bien qu'il y a des savoirs qui deviennent obsolètes, par exemple. Je sais pas, dans la vie actuelle, on sait bien l'artisanat, par exemple, c'est quelque chose qui se perd. Bon. Maintenant, on se préoccupe plus d'avoir un téléphone portable moderne que d'avoir une alimentation correcte. On se préoccupe plus finalement de l'accessoire que du nécessaire. Donc il y a un déplacement du centre d'intérêt et la quête de connaissance et donc de vérité est un peu une folie quelque part. Quelque chose qui ne peut pas... Voilà. Donc ça c'est un aspect qui m'a beaucoup intéressé. Alors après, bon, pour revenir à des choses plus classiques, si vous voulez, donc Platon, évidemment, pour lui, l'oubli, c'est quand même un scandale à la fois moral, éthique, logique, philosophique, politique, évidemment, parce que la politique de l'oubli, on le voit même chez nous, hein, c'est une politique de la manipulation et du mensonge. Les hommes politiques sont souvent dans l'oubli, hein, ils critiquent leurs adversaires alors qu'ils ont dit la même chose quelques temps avant. Bon, ça c'est assez classique, voilà. Donc en matière de politique, par exemple, l'oubli, c'est vrai qu'on ne peut pas trop l'accepter. Mais bon, d'un point de vue quand même plus terre à terre, on va dire qu'une mémoire qui est trop pleine, ça encombre l'esprit. L'hypermnésie est une maladie au même titre que l'amnésie, hein, quelque part. Donc, Descartes déjà parlait d'oubli méthodique. Donc il y a l'idée de cette idée très classique que tout le monde connaît, de Montaigne, qui préfère une tête bien faite à une tête bien pleine. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié, enfin toutes ces phrases, voilà, qui font que, bon, il y a quand même l'idée qu'il y a sans doute des choses plus importantes que la mémoire, et en particulier la créativité. Une créativité qui se développe notamment à la Renaissance. Donc, l'oubli. Il y a aussi, évidemment, une nécessité, une positivité de l'oubli pour éviter de ruminer, par exemple, des sentiments malsains, mélancolie, et pour surmonter ces traumatismes. Donc ça, on en parlera aussi avec Nietzsche. Nietzsche considère que les âmes fortes, justement, c'est celles qui sont capables d'oublier, en particulier, leurs blessures. Voilà. Le travail du deuil dont on parle beaucoup, ça c'est très actuel. Tourner la page ne signifie pas effacer le passé, bien sûr. Donc l'oubli n'est pas un effacement total, c'est simplement décider de désactiver quelque chose, voilà, de mettre en retrait. Et donc, ce que je disais tout à l'heure sur la mythologie, c'est-à-dire l'aspect caché, c'est-à-dire cacher quelque chose, ne plus en parler, même si on n'occulte pas réellement. Voilà. Donc, il y a plus près de nous un événement très actuel. On a eu la mort de Nelson Mandela. Donc, le fait, par exemple, d'être capable d'assumer le passé pour vivre ensemble après une guerre civile, par exemple. L'Afrique du Sud. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, il y a un oubli, mais ça ne veut pas dire que les événements passés n'existent plus. Bien sûr qu'ils existent encore, mais être capable d'assumer ce qui s'est passé pour pouvoir repartir. Voilà. Saint-Augustin considère également que c'est le propre de la mémoire de faire une place à l'oubli. Même chez Dieu. Dieu est normalement une mémoire infinie, mais il y a quand même cette idée un peu paradoxale que si effectivement tout était gardé, le mal aussi serait gardé. Donc le mal ne peut pas faire partie de la bonté divine. Donc il y a aussi forcément chez Dieu la capacité d'oubli. Voilà. Mais le grand défenseur d'oubli, c'est évidemment Nietzsche, donc que j'ai gardé pour la fin, c'est-à-dire que pour Nietzsche, l'oubli c'est quelque chose de naturel. La vie est oubli. L'oubli est la condition du bonheur, parce qu'il permet de se libérer du passé pour agir. Rester dans la nostalgie, c'est être frappé de paralysie. Voilà. Tout acte exige l'oubli. Ça, c'est quand même très fort comme formule. Tout acte exige l'oubli. Parce qu'effectivement, au moment où on agit, quelque matière de ce soir, on n'est plus dans le passé, on n'est plus dans comment dirais-je, la réflexion de ce qui s'est passé historiquement, etc. Donc, pour lui, il considère ça, il met ça même en rapport avec la vie végétative même. C'est-à-dire que, par exemple, il compare le travail de l'oubli à celui d'un appareil digestif.
Il nous dit, voilà, c'est nécessaire. L'oubli est nécessaire au travail de la conscience comme l'obscurité est nécessaire à la lumière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre tout le temps dans la lumière, on ne peut pas vivre sans dormir. Voilà, on a besoin, tout individu, tout animal a besoin de dormir, hein, pour l'être humain comme les autres. Il y a une nécessité de faire silence, de faire table rase dans la conscience pour laisser de nouvelles choses s'installer. Voilà. Donc l'oubli maintient un certain ordre à la fois psychique, hein, et une certaine tranquillité. Et autrement, c'est l'insomnie en quelque sorte. Celui qui n'oublie jamais rien, il est dans l'insomnie. Donc il peut pas être heureux, il ne peut pas être bien. Donc, après, évidemment, ça l'amène aussi à une perspective, à des considérations sur l'histoire, donc qui sont très importantes, bien sûr. Alors, une autre caractéristique, c'est que l'oubli n'est pas quelque chose d'inerte. Il considère que l'oubli, c'est pas une passivité, en fait, quelque part. C'est au contraire une faculté d'enrayement, une capacité à fermer de temps en temps les portes, les fenêtres de la conscience, pour pouvoir se ressourcer, en fait. Et ça va plus loin, évidemment, c'est que, concernant la mémoire, donc, qui est au contraire de l'oubli, il pense que c'est le résultat de la moralité des mœurs et de ce qu'il appelle la camisole de force sociale. C'est-à-dire que la mémoire tient l'oubli en suspens, évidemment. L'homme animal devient un homme civilisé parce que il est forcé de ne jamais oublier la morale. La morale est ce qu'il ne doit pas oublier, jamais. Donc, mais c'est pas du tout naturel, c'est le fruit d'un dressage. Oui, voilà. Donc, ça induit donc une considération sur l'histoire assez particulière. Donc, il estime que l'histoire, donc contrairement à Hegel, justement, dont j'ai parlé tout à l'heure, n'est justifiée que si elle sert l'action et la vie. Sinon, c'est de l'historicisme qui nous réduit à l'immobilisme, qui crée une pesanteur collective, qui bride la liberté des peuples à créer, à s'autodéterminer. L'histoire doit éventuellement servir l'action, la vie, ça c'est possible. Donc il a différentes conceptions, différentes formes de l'histoire. Hein. Il y a effectivement l'histoire qui est utilisée par les forts, c'est-à-dire qui s'en servent pour justement créer. On parle de l'histoire, mais pour créer, qui ne se contentent pas, si vous voulez, de copier en fait. Et qui s'orientent grâce à l'histoire pour prendre de bonnes décisions. Voilà. Mais si l'histoire c'est juste un dépôt d'archives, alors ça n'a aucun intérêt. Ça induit une perte de vitalité. On considère que le sens ne s'hérite pas. Le sens s'invente individuellement et collectivement. Et que donc il y a une capacité des natures fortes à se régénérer. Voilà. Celui qui prétend comprendre, calculer, interpréter tout en fonction de l'histoire, en fait ne comprend pas les événements dans le présent. Il a perdu cette capacité de l'enfant à s'étonner, il a perdu son instinct en fait. Donc il y a donc, qui parle de maladie historique qui consiste à vouloir tout comprendre, tout expliquer, tout historiciser, avant même que l'événement soit consommé. Ça, moi, je trouve qu'on voit beaucoup ça chez les journalistes actuellement. C'est tout le temps, ils ont tout compris tout de suite, dès que ça arrive, et puis ils font des tas d'interprétations qui d'ailleurs se contredisent mutuellement, mais ça, c'est très intéressant, parce que je trouve que c'est très actuel. Voilà. Donc, ça va plus loin que ça. Donc, chez Nietzsche, c'est l'idée que l'oubli a aussi une force critique, c'est-à-dire il dévalorise le pouvoir illusoire de la conscience à penser tout honnête. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la vérité, hein. C'est-à-dire que les vérités sont en fait des illusions. On oublie ce qu'on veut bien oublier et on garde ce qu'on veut garder, ce qui aboutit à des mensonges en fait. Et à un sentiment, par contre, de bonne foi de détenir la vérité. Ça se voit tout le temps. Enfin, il y a évidemment la mémoire en psychanalyse, ça c'est quelque chose de très important. Donc, si on prend la psychanalyse, on peut considérer effectivement que la psychanalyse vise à rendre la mémoire au patient pour traiter les souffrances psychiques. Mais c'est pas aussi simple que ça, en fait. C'est-à-dire que l'oubli du patient n'est pas réel, en fait. C'est-à-dire que c'est plutôt un refoulement, et un refoulement très actif, en fait. C'est-à-dire qu'il y a
des choses qui sont oubliées, il y a des souvenirs partiels, moitié juste à moitié faux, tronqués. Et l'inconscient, par contre, dans l'inconscient, il y a des traces, il y a des souvenirs inoubliables, des choses qui sont vraiment marquantes, et que le conscient arrive à occulter, en quelque sorte. Donc, l'oubli, en quelque sorte, c'est simplement une position du conscient par rapport à ces traces inoubliables et qui font beaucoup de mal dans l'inconscient. Mais en fait, rien n'est réellement oublié, justement. Donc, le moi conscient essaye d'ignorer ce stock d'inoubliables qui lui fait mal. Et donc, la psychanalyse, ça ne consiste pas simplement à rendre au sujet la mémoire des souvenirs refoulés, ou à liquider les souvenirs affreux, c'est pas ça, c'est plutôt les désamorcer. Donc ça revient tout à fait à ce que je disais il y a quelques minutes, de façon à comprendre que finalement ces souvenirs affreux, on leur a donné une force qu'ils n'avaient pas, qu'ils ne méritaient pas en réalité dans la réalité. On les a dramatisés en fait. Voilà. Donc c'est pas réellement, comment dirais-je, une lutte contre l'oubli, bien sûr. De la psychanalyse. C'est beaucoup plus complexe que ça en vrai. Voilà.